Bienvenue dans Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de bulles de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Nous avons parlé dans les épisodes précédents de ce que l'enfance peut laisser en nous, de ces blessures précoces, invisibles qui façonnent notre façon d'aimer et de fuir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose de plus qu'à parfois un peu même brûlant, des blessures que l'autre peut nous infliger dans notre vie d'adulte. Ça peut être une trahison, une infidélité, une humiliation qui ne passe pas, un amour qui s'est terminé de façon brutale, un collègue, un manager, un proche qui a laissé des traces. Ces blessures-là aussi, elles peuvent devenir des traumas. Aujourd'hui, avec Angélique Gimnez, nous allons explorer ce que nous appelons les traumas relationnels, ce qu'ils sont, comment ils s'installent et surtout comment s'en libérer. Alors, bienvenue Angélique. Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Voilà, ravie de redémarrer ce sujet autour des traumas que je trouve particulièrement passionnant. Donc en fait, Angélique, on a parlé de trauma simple, donc un événement un peu choc. On a parlé des traumas d'attachement qui sont ancrés donc dans l'enfance et le trauma relationnel, c'est quoi de plus ou c'est quoi aussi? Alors, le trauma relationnel, donc c'est un trauma autour de la relation. Voilà, ça déjà, voilà. Et ça veut dire quoi être en relation? Alors, est-ce que c'est une appellation, dite contrôlée? En réalité, le trauma relationnel, c'est un mot qu'on a, ajouté, qui reprend à la fois un trauma d'attachement, possiblement. Et quand tu citais des mots plus classiques, on parle de trahison, d'humiliation, de rupture, et du coup, on s'est aperçu que dans ce que l'on nommait les traumas ou simples ou complexes, il y avait une famille un peu plus spécifique qui parle effectivement de la relation et que c'est un type de trauma, délicat puisque quand on a été blessé d'un point de vue relationnel, on a du mal à aller vers les autres, à entrer à nouveau en relation. Or, on a vu dans les épisodes précédents que pour sortir d'un trauma, nous avons besoin d'une aide relationnelle. Donc c'est un type de trauma, finalement un peu particulier qui va reprendre une partie, des notions, quand même qu'on a vues de trauma d'attachement et de trauma dit simple ou complexe. OK, OK. Du coup, en fait, on dit souvent que les blessures les plus profondes viennent de ceux qu'on aime. Est-ce qu'une blessure par quelqu'un de proche est plus traumatisante qu'un événement extérieur? Alors, je souris parce que, on a presque la réponse dans ta question. Justement, quand quelqu'un est proche, c'est quoi la définition de quelqu'un de proche? C'est quelqu'un qui nous accompagne, depuis un certain temps, avec lequel on est entré en relation, on a tissé un lien de plus en plus, voilà, étroit et dont on attend généralement plutôt de la bientraitance et de la bienveillance. Parce que sinon, si quelqu'un nous maltraite, en général, on a plutôt tendance à s'éloigner, hein. Du coup, quelqu'un qui est présupposé aussi, être, délicat, attentif avec nous. Donc quand cette personne-là, qui nous a habitués à bien autre chose, d'un seul coup, alors pour plein de motifs, hein, voilà, les humains, c'est très complexe, hein, mais du coup, a une réaction blessante, humiliante, malmenante, maltraitante, forcément, c'est encore plus choquant et ça fait encore plus mal et ça nous ramène aussi à cette notion, il y a les gens qu'on trouve proches et il y a les proches. Parce que ce qu'on nomme les proches, en tout cas dans le langage français, peut-être qu'il y a des endroits où c'est pas nommé comme ça, ce sont les gens, on va dire, du système familial initial. Et c'est vrai que souvent on imagine que, nos proches, notre famille va bien prendre soin de nous et que du coup avec eux, ça va rouler côté relation, hein, voilà. Malheureusement, ça n'est pas aussi évident et c'est pas parce que quelqu'un est de notre famille, donc c'est un proche dans la définition égale quelqu'un de ma famille, est habile sur le champ de la communication, de la relation et est habile à prendre soin de moi, de lui et de moi et de la relation. Et malheureusement, comme ce sont des gens à qui nous passons beaucoup de temps, surtout quand on est petit,
eh bien, les blessures relationnelles répétées dans ce milieu-là, forcément, vont être, comme tu disais, profondes, en tout cas profondément ancrées puisqu'elles démarrent très jeunes dans notre construction. Mmh. Mais alors du coup, ce que je voulais rattacher aussi tout ça au f à nos figures d'attachement. Parce que nos figures d'attachement, donc on a évidemment nos parents, les grands-parents, enfin tous ceux qui avec lesquels on a grandi. Mais quand on est adulte, on continue à avoir de nouvelles figures d'attachement. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un mentor, ça peut être, même quelqu'un dans sa sphère professionnelle qu'on admire, ça peut être, en fait, toutes ces personnes-là. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que si ces personnes-là qui sont dans les figures d'attachement, il y a une rupture avec eux ou, est-ce que le trauma risque d'arriver plus facilement que, je sais pas, un frère ou une sœur, avec qui sont pas forcément des figures d'attachement? Hem, je réfléchis parce que du coup, même si on prépare, la façon dont tu le dis, ça me refait réfléchir à nouveau, se dire, hem, je crois que justement, c'est plutôt la charge affective qu'on met. Parce qu'il y a des gens, OK. où chacun de nous, on tient plus spécifiquement à certaines personnes et comme tu le disais, peut-être qu'on peut être plus attaché et tenir davantage à la relation avec une sœur, possiblement presque avec un parent. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Ça dépend effectivement du lien initial, du temps qu'on a passé ensemble, de l'attention réciproque, donc de l'attachement. Si l'attachement a été d'autant plus, sécure et les moments de rapprochement, intenses, bah, finalement, ça va être plus chargé en positif et Mmh. plus on est chargé haut, plus quand il y a un coup, et ben, hop, voilà, je fais un peu le geste aussi, hein, on chute de plus haut. Finalement, c'est comme quand on dit quelqu'un qu'on admire et qui descend de son piédestal, hein, plus on l'a mis haut, plus ça descend et le fait est que la profondeur de la blessure, finalement, ça dépend aussi de la hauteur, on pourrait dire, et de l'intensité qu'on a mis dans cette, relation. Ce qui fait que parfois et ça, c'est important à dire que parfois on peut être surpris. Justement, je vais reprendre notre exemple là, c'est, bah, quand même, c'est fou que tu sois aussi blessé par ce qui s'est passé avec ta sœur, alors que quand même, il y a tes parents, ça compte, hein. Sous-tendu, normalement ça compte plus, en tout cas dans la tête de plein de gens. Bah non, peut-être que pour cette personne d'ailleurs, depuis qu'elle grandit, sa sœur a été un peu une personne refuge et une figure d'attachement plus présente et du coup, bah, la chute est encore plus douloureuse et ça continue d'enflammer le traumatisme relationnel. Parce que non seulement j'ai eu mal, mais en plus on est en train de me dire que possiblement j'ai pas mal correctement. Tu vois? On Mmh. retrouve cette notion et on revient à ce qu'on a vu en trauma, quel que soit le type de trauma. C'est pas à nous, vu d'extérieur, de juger de tu vois? Est-ce que c'est normal ou pas qu'il y ait cette intensité? On retrouve le c'est normal et naturel de sentir, voilà, cette blessure ainsi parce que la relation avec ta sœur, par exemple, est très importante. Mmh mh. Mmh. Et ça peut être, je prends aussi des exemples, d'adolescents, qui ont, par exemple, dans une amitié, une rupture d'amitié qui va prendre des proportions, heu, énormes pour le jeune et que en fait, c'est pas à négliger comme une rupture amoureuse, ça je pense qu'on sera amené à en reparler, mais une rupture amoureuse adolescente, elle peut être traumatisante. Oui, complètement, parce que dans ce que tu dis, il y a des phases de vie où, au départ, dans la petite enfance, c'est évident qu'on est sur ce qu'on disait, trauma relationnel, mais type d'attachement est précoce. Les blessures majoritaires sont autour du nid familial parce que l'enfant, il connaît presque que ça. Mais après, plus il grandit, plus il a d'autres relations et l'adolescence, c'est redistribué parce que la notion de groupe et d'amitié devient fort importante. Et puis, nos jeunes, ils ont une faculté à classé, mais faut vraiment le prendre, de façon positive. C'est ils sentent et ils apprennent à hiérarchiser qu'effectivement, il y a vraiment des amitiés de qualité plus intense et d'autres, bah, c'est des potes. Voilà, hein, ils le disent avec leurs mots et une blessure amicale, oui, ça peut être, mais aussi douloureux qu'une difficulté avec un frère, une sœur ou un parent. Parce qu'à ce moment-là, en plus, bah, l'ami a pris une grande, grande place dans la vie et quand tu disais, on pourrait aussi alors bien sûr en relation amoureuse ensuite et on pourrait aussi y mettre, certains animaux
qui sont des êtres d'attachement très forts Oui. et là, alors, quand on disait tout à l'heure, je pense que la pire des choses, Raphaël, c'est quand on dit, par exemple, à un ado: «Oh, un de perdu, 10 de retrouvé, tu retrouveras tes potes» ou effectivement: «Oh, mais ça n'est qu'un animal». Parce que là, à nouveau, c'est notre jugement vu d'extérieur et il y a des moments dans nos vies où il y a des on pourrait presque dire, il y a vraiment des intensités d'attachement qui se déplacent et on n'est plus forcément sur la famille d'origine, Mmh. on redistribue et ça n'est pas à nous, vu d'extérieur, d'en juger. Tout à fait, tout à fait et puis avec toujours cette même notion, je pense que c'est important de rappeler que dans un trauma, il y a toujours un avant, un après. Donc ce qui permet de quand même correctement mesurer le degré en fait de si on se dit: «Voilà, moi je ne suis plus capable d'aller vers les autres après cet événement-là», c'est que probablement, possiblement, il y a eu un événement traumatique qui est peut-être à souligner. Oui, complètement et tu sais, tout à l'heure, on parlait de trauma simple contre trauma complexe, c'est-à-dire un ou plusieurs. Heu, Finalement, c'est vrai quand il y en a un seul gros coup, mais si autour on est très relayé et que même si tu perds ton meilleur ami, mais qu'il y a plein de gens autour, à la limite, ça va modérer, ça va amortir. Voilà, ça n'empêchera pas que, voilà, ça serait très douloureux, mais il y a des gens pour «te récupérer» entre guillemets à ce moment-là. Malheureusement, si, il y a déjà eu des blessures et puis que c'était première personne parce que ça arrive, hein, nos jeunes, ils nous disent: «J'ai jamais eu un ami comme ça, j'ai jamais eu une relation comme celle-là». Alors effectivement, là, ben, l'après va être encore plus difficile. OK. Mais, il y a quand même quelque chose qui me, qui me tracasse, hein, qui me chicote comme, on le dirait dans le podcast. C'est que parfois et on le rencontre et tu le rencontres aussi dans les accompagnements qu'on peut faire, des personnes qui restent longtemps dans des relations qui les blessent, parfois des années. Comment est-ce qu'on peut, hem, comme si quelque chose se rejouait et que la personne, je vais pas dire qu'elle prend plaisir, évidemment que non, mais elle ne sait pas faire autrement que d'être dans ce schéma-là. Comment je trouve qu'il y a quelque chose sans doute à relier avec ces traumas relationnels. Complètement et je souris en t'entendant parce que c'est qu'à une époque, en psychopathologie, on parlait même d'une tendance sado-maso dans les relations, hein, pas du tout, on n'est même pas sur le champ de la sexualité, mais dans les relations parce que comme s'il y avait des gens qui aimaient, se faire du mal ou, au fond, quand ça fait mal, ça fait du bien, tu vois? Pardon, une espèce de paradoxe comme ça. La réalité, c'est que quand on est petit, si on grandit au milieu de gens qui nous aiment, qui aiment bien châtient bien. Du coup, chaque fois, que, je fais quelque chose, je subis une remontrance, une vexation, quelqu'un qui souffle, ben mais en même temps, du coup, j'ai une très bonne éducation, hein. Du coup, je suis convaincue que être aimé, c'est être en partie malmené. Voilà. C'est normal, d'être traité ainsi. Ben, du coup, on a une matrice intérieure qui se crée, ce qu'on appelle le moi interne opérant et qui est finalement habitué à ça. Ensuite, ben, je vais rencontrer d'autres gens. À l'école, il y a des petites chances que je retrouve des professeurs, hein, qui ont un peu ces méthodes, d'éducation aussi, sans critique, mais parce qu'on est bâti comme ça aussi dans, une certaine éducation dite noire à l'époque et après, tu vas rencontrer des gens, bah, au fond, quelqu'un qui serait vraiment gentil avec toi, peut-être que tu vas pas l'apprécier et Ouais. tu vas te mettre à tomber en amour, comme on dit dans certains pays, avec des gens finalement qui ont cette façon d'être. Parce qu'au fond, si tu m'aimes pas, tu es trop gentil avec moi, mais je connais pas ce truc-là moi. C'est Donc suspect, bah, c'est suspect. complètement, complètement et du coup, possiblement, ben, du coup, je vais aller vers des gens qui vont me malmener et c'est comme ça qu'on voit ensuite, bah, des schémas se répéter. Vu d'extérieur, c'est étrange. Et en même temps, eh ben, c'est quelque chose de connu, de reconnu et d'habituel. Alors effectivement, après, c'est la dose qui fait le poison. Parce que jusqu'où on va? Mais on va aussi jusqu'où on a appris à voir. Voilà, Mmh. parce qu'on peut penser aussi aux femmes malheureusement et aux hommes maltraités, sévèrement. Mais au fond, si depuis des générations, on est habitué à faire comme ça, on n'est pas en train de dire que c'est bien, mais il y a une forme d'accoutumance. Ce sont les codes et du coup, mon cerveau, s'est fait à ça. Alors,
au fond, bien ou pas bien, c'est même pas le sujet. C'est: «J'ai l'habitude d'œuvrer comme ça» et du coup, bah, ça ne choque pas la personne. Mmh. Mais de temps en temps, ce qu'on peut remarquer, alors du coup, on va un peu plonger dans la question suivante qui est toute la relation, plutôt conjugale où, il y a des personnes qui répètent ces schémas-là et puis qu'en fait, qui se rendent compte que ça leur convienne pas parce que finalement elles souffrent trop. Du coup, c'est une rupture et puis il peut arriver qu'ils retombent après ça dans d'autres personnes, c'est des femmes qui peuvent dire: «Je ne rencontre que des bad boys». Donc des personnes qui les font souffrir. Mais, heu, j'ai envie donc de revenir plus à la rupture amoureuse parce que, bon, comme les auditeurs le savent, je travaille beaucoup avec des couples et je vois combien une rupture amoureuse peut être traumatique, que ça soit la rupture, l'infidélité, toute forme de trahison, de mensonge, tous ces mots-là créent dans le couple des véritables épisodes, traumatiques. Hem Tu pourrais nous en dire davantage là-dessus, autour de ça? Alors, dans ce que tu dis, effectivement, quand, on tombe amoureux, j'adore cette expression, heu on va se mettre en couple avec quelqu'un dont on va partager l'intimité. Avec qui, avant cette personne, avons-nous partagé un tel degré d'intimité, de vivre sous le même toit, dormir des fois dans le même lit, laver les chaussettes, réciproquement, hein, voilà, généralement, c'est avec les membres de notre famille. Ce qui fait que le couple, bah, déjà, il est teinté dans le cerveau, c'est à rapprocher très vite de: «Tiens, qu'est-ce que j'ai vécu aussi avec mes parents?» On n'épouse pas son père ni sa mère, hein, contrairement à ce qu'on disait à une époque, mais on on épouse un ensemble finalement qui, heu, rejoint ce qu'on a connu et si je vais répéter plusieurs couples, bah, qu'est-ce que je fais? Si je ne fais pas une pause entre 2 pour réfléchir à ce qui se passe, pas toujours facile, hein, de s'apercevoir qu'on est sur une forme de schéma de répétition aussi, quand on est dedans, et ben, à chaque fois, je vais refaire «nid» entre guillemets avec des personnes de même type et je vais rejouer. Alors d'ailleurs, chez les couples, souvent, il y a cette question: «Mais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre?» Ben, en réalité, c'est nous qui, sans le savoir, cherchons quelque chose qui nous est familier et de l'autre côté, bah, forcément, on va trouver des compléments, des morceaux de puzzle, comme je dis des fois, moi, qui vont s'emboîter. Donc possiblement des gens qui vont avoir quand même des teintes aux ressemblances. Voilà, de ressemblances. Du coup, pour pouvoir sortir de ça, il nous faut faire un travail et dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais qui fait que j'attire des gens de tel type et comment changer ma façon de fonctionner?» Et du coup, si je change ma façon de fonctionner, je vais trouver d'autres morceaux de puzzle, je vais trouver d'autres gens, dans ma vie. Finalement, c'est des pièces qui se rejouent et qui se rejoignent régulièrement, bien ou pas bien. Là, c'est pareil, c'est pas cette notion qu'il faut retenir, c'est plus fort que nous que de rejouer des choses qui sont connues et reconnues. Mmh mh. Mmh. Bah, notre cerveau, il aime bien ça, c'est plus facile, hein. Quelque part, oui, complètement. Non, non, tout à fait, tout à fait. Mais je suis, frappée, de voir si je reviens à ces ruptures conjugales, en tous les cas, notamment à l'infidélité, hein, qu'on pourrait, appeler une trahison, une forme de trahison, combien, ces infidélités, elles viennent, profondément, bousculer en fait l'intérieur, l'impression de comme quelque chose qui s'écroule. En fait, on est dans dans cet état d'esprit-là. C'est comme un champ de mines, en fait. La fin d'un couple, c'est comme une ville bombardée où il ne reste plus rien. Enfin, c'est très souvent les images qu'on peut me donner pour dire combien ces ruptures, malgré tout et malgré ce qu'on peut aussi entendre, sont vraiment douloureuse. Oui, c'est marrant le mot qui me non, c'est pas marrant, mais je souriais parce que, hem, je pensais à finalement à on en ressort sinistré. C'est le mot qui me venait, c'est une forme de sinistre à plusieurs niveaux parce que, bien sûr, quand tu dis infidélité, donc il y a une forme de trahison, on s'était promis alors fidélité, loyauté, où on avait posé des cadres, parce que l'infidélité, elle peut être financière aussi, elle peut être sur plusieurs registres. En tout cas, on avait plus ou moins bien posé les jalons d'une forme de contrat et l'un ou l'autre a dévié de ce contrat. Du coup,
ça fait une blessure, autour de la relation, trauma relationnel parce que du coup, d'un seul coup, on perd confiance. Ensuite, on perd confiance en soi. Donc ça donne aussi des finalement, le trauma relationnel, il y a entre nous et nous aussi, ça nous fait douter de nous et ça nous fait perdre confiance en l'autre. Donc ça nous fait perdre confiance dans la relation, dans l'autre, dans moi-même. Donc du coup, on est sinistré sur le plan relationnel et il va falloir, reconstruire, se rebâtir. Est-ce qu'on recommence à zéro? J'étais en train de me dire: «Est-ce qu'on recommence à zéro?» Ben, pour certains, ça donne un peu ce sentiment-là et en tout cas, si on a la chance quand même, au départ, d'avoir plutôt de bons attachements et on nous a montré que, bon, une relation, voilà, de temps en temps, ça arrive que ça casse, mais c'est solide et ça vaut le coup, il y a plein de gens bien, heu, possiblement en repartir plus facilement. Mais si en plus, au départ, on n'a pas des attachements très sécures dans notre famille, qu'on a été relativement blessé et que cette personne-là qu'on venait de trouver, finalement, elle avait complètement changé la donne. Finalement, elle avait profondément réparé quelque chose et que des années plus tard, elle trahit, ben, c'est comme si on tombait d'encore plus haut. Voilà et Mmh. quand je disais ça, on est sinistré, il va falloir rebâtir et c'est pour ça que les quand il y a des blessures relationnelles, ça ça n'abîme pas que la relation entre «A et B» entre guillemets. C'est bien plus que ça et c'est en ça qu'il faut se dépêcher finalement de le traiter parce que sinon ça fait effet, voilà, tache d'huile et d'ailleurs ça amène jusqu'à est-ce qu'on va aller chercher une aide? Parce qu'une aide, ça veut dire relation et est-ce que je vais oser ou est-ce que, allez, je caricature, je vais finir en ermite dans un coin, de la forêt? Mmh mh. Mmh. Ouais, du coup, ça nous fait basculer dans les autres questions que j'avais à te poser. Effectivement, donc ce trauma relationnel, donc perte de confiance en soi, perte de confiance en l'autre, perte de confiance dans la relation, donc dans ces relations qui sont aussi autour de nous, pas seulement de A à B comme, tu le disais très bien. Mais alors du coup, si un de nos auditeurs se reconnaît dans tout ce qu'on vient de décrire, qui sent qu'une relation passée lui a laissé quelque chose de lourd, par où cette personne peut-elle commencer? Ouais et alors, c'est pas facile parce que, là, pour le coup, on lui demande presque de faire le contraire de ce que, une part défensive en nous va tenter de faire et dire: «Bon, moi, je touche plus, hein. Tu mis la main sur le feu, Raphaël, généralement, tu es attentif, hein, tu y retournes pas une deuxième fois». Et ben là, on va demander à la personne, d'oser aller chercher quelqu'un pour travailler là-dessus, mais il va falloir choisir quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Alors, est-ce que la carte confiance, elle est donnée d'office? Pas si simple que ça, mais du coup, ça veut dire qu'en face, il va falloir qu'on trouve un thérapeute ou alors un excellent ami, hein, finalement, qui sache nous redonner confiance. Et du coup, ce que certains ont détruit, d'autres vont pouvoir le reconstruire et nous aider à le reconstruire. Alors, est-ce que ça fait une charge particulière sur le bon ami ou sur le thérapeute? Ben, possiblement, oui, ça pourrait nous mettre une pression parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit doublement attentif. En tout cas, en amitié, c'est pas toujours si simple parce que être ami, c'est pas être formé d'office à la relation et à la réparation des relations. Par contre, côté thérapeute, bien évidemment, ça veut dire qu'on va donner une attention particulière à la relation et que ça sera même, quel que soit le motif de consultation initiale, ça sera le projet même. C'est d'aider la personne à reprendre confiance, foi, goût et plaisir à la relation, hein. Je fais exprès de graduer au fur et à mesure. Et ça va commencer avec nous et puis petit à petit, on va l'aider à retourner alors, les jeunes, j'aime bien comme ils me disent, relationner, voilà, avec d'autres personnes et on va sécuriser petit à petit, le système. Mmh. Et puis, premier petit travail, je trouve intéressant, c'est de faire cette petite pelote pour reprendre confiance en soi. Des petites choses les unes derrière les autres, je dis souvent que alors là, on a la confiance en soi, mais on a l'estime de soi, la conscience de soi et puis revenir à qui je suis en fait. Quels sont mes talents? Quelles sont mes forces? Pour avoir cette, conscience de soi. Puis après ça, j'aime ce que je suis, j'aime qui je suis et puis derrière, faire des petites actions qui vont utiliser tous ces talents, qui vont permettre de faire cette petite pelote et re-remplir ce coffre à trésors, que j'appelle de la confiance en soi, où on y met, toutes nos petites réussites du jour, aussi petites soient-elles et je crois que le travail de pas à pas, l'un après l'autre est particulièrement, important. C'est un travail important et quand tu dis
je crois que c'est hyper important de rappeler aussi, c'est on peut pas reconstruire la confiance en soi sans l'autre. C'est ça le problème de l'humain ou c'est ça sa solution. C'est que la difficulté, c'est, dire aux gens: «Fais-toi confiance» ou la reconstruire, mais sans personne, ça n'existe pas parce que le cerveau humain, il est câblé pour passer par l'autre et la confiance en soi se travaille sur base de la confiance en l'autre. C'est en ça que ça met un poids, alors énorme pourrait-on dire sur celui avec qui va venir travailler avec un thérapeute parce que c'est au thérapeute d'aider justement qu'on puisse s'appuyer sur lui et qu'il puisse nous guider pour reconstruire la confiance en nous et en même temps, je me dis: «C'est un superbe cadeau». Que ces gens, aient suffisamment confiance en un thérapeute pour pouvoir refaire ce chemin de reconstruction. Alors je dis thérapeute, mais des fois, c'est une nouvelle amitié, des fois, c'est un coach, des fois, voilà, des fois, c'est un mentor comme tu le disais, ou parfois on retourne à la base, je dis et on va aller rechercher, par exemple, une grand-mère ou un parent, même si on est grand, maintenant on fait sa vie tout seul, mais on retourne chercher cette personne qui initialement nous a aidés à la bâtir, cette confiance en nous et on va la rechercher. Voilà, pour pouvoir, alors est-ce qu'on se reconstruit totalement? Non, parce qu'on ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais effectivement, avec ces petits pas et surtout appuyés sur une personne. Parfois je dis, finalement la meilleure reconstruction de la confiance en soi, elle se base sur une personne en qui on aurait plus confiance qu'en soi-même. Mmh mh. Mmh. Hein, hein. Ouais, c'est des très beaux parcours de ces reconstructions. Hem, mais, une autre question aussi qui me tarabusque, c'est qu'on entend souvent que le pardon est nécessaire pour guérir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut guérir sans pardonner? Alors, je vais te taquiner, j'allais dire: «Pardonner à qui?» Non, je voilà, c'est pour, pour que les gens qui nous écoutent, d'ailleurs se pardonner, pardonner à l'autre, pardonner à l'humanité d'être comme ça aussi. Alors, j'ai un regard peut-être un peu particulier, mais je crois que notre vocation, c'est pas de dire des vérités, on n'est pas détentrice de vérité, c'est, j'amène ce regard pour questionner et pour que les gens trouvent leurs réponses. Moi, j'ai tendance à dire: on peut, utiliser le mot pardon, mais au fond, qui on est, nous les humains? Est-ce que moi, je peux pardonner à un autre humain d'être juste un humain? Voilà, c'est cette notion, ou est-ce que le pardon, ça peut être plutôt, une autre entité qui l'apporte? Je trouve que le mot, il est très fort. Je crois que avant même le pardon et le sens qu'on lui donne, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assez transmis, mais dès la base de l'éducation, ça s'appelle savoir présenter ses excuses, savoir s'excuser. Voilà et quand on commet une maladresse, même sans intention, c'est important de dire: «Bah, voilà, je suis désolé, je te prie de m'excuser» et de savoir aussi s'excuser soi-même, de se savoir vulnérable et faillible. Alors, peut-être que on peut appeler aussi simplement te demander pardon, tu vois? Et le pardon pour moi, il a un sens très, très fort et ça me renvoie parfois à cette humilité de me dire: «Mais est-ce que moi, un humain, heu, c'est de mon registre le pardon, voilà, c'est quelque chose, ouais, c'est une vraie question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux faire preuve d'humilité, je peux présenter mes excuses sincères, évidemment, c'est pas juste un mot, vraiment, et puis, vérifier, c'est comment est-ce que je peux réparer? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, comment on s'y prend pour être en relation ou pour fuir? Il s'agit pas de balancer, je fais exprès, une excuse et puis de s'en aller après, c'est de se réengager. Parce que il me semble que le vrai pardon, pour le coup, qu'il soit envers soi, envers les autres, c'est aussi se dire: «OK, comment je t'aide et comment j'apporte réparation?» Mmh. Oui, il y a cette notion de réparation derrière, et à côté de ça, il y a quelque chose qui est assez, libérateur. Quelque part de pouvoir présenter ses excuses, de aussi, de reconnaître ce qui a été touché en soi aussi, pour, ne pas laisser toute la place à l'autre dans la tête. Parce que très souvent quand, on a eu de la difficulté, une difficulté relationnelle avec quelqu'un, c'est que c'est l'autre qui porte 100 de la responsabilité et moi je suis blanc comme neige, évidemment. Et de ce fait-là, on laisse, enfin, je dis souvent, moi, l'expression que j'utilise, c'est: «Je laisse la télécommande de mon bien-être à l'autre».
C'est la manière dont est l'autre, c'est la manière dont va parler l'autre qui va faire que je vais être bien ou pas bien. Il y a, bah, la seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est moi-même. Donc finalement, c'est moi, si j'essaye de porter un regard un peu différent sur la personne ou ce qu'elle va dire, je vais peut-être vivre les choses différemment. Oui, et quand tu dis, finalement c'est l'autre, ça effectivement c'est, bah, du coup je me désengage. Mais c'est du coup quelque part je suis plus en relation parce que quand on est vraiment en relation, on tient les 2 la relation, c'est chacun tient un bout du fil. Donc de toute Exactement. façon si l'un de nous lâche, voilà, et du coup la responsabilité de la relation et ce qui joue entre nous, elle est commune, elle est vraiment partagée. Mmh. Après l'impact que ça a sur toi ou sur moi, ça, il est évident que c'est teinté aussi de ce que je porte à l'intérieur, mais ça n'enlève pas, encore une fois, la responsabilité partagée autour de la relation et moi je crois que je je tiens aussi à ajouter quelque chose qui me paraît, très important parce qu'on l'entend régulièrement en thérapie, c'est Heu, oui, mais sous motif que je n'ai pas eu l'intention de blesser ou je ne l'ai pas fait exprès, c'est ça qui vient, c'est, bah, du coup, c'est pas moi, c'est à elle de régler ou à lui de régler son problème. C'est lui qui porte ça à l'intérieur. Donc d'accord, c'est lui qui a la télécommande de ce qui se passe à l'intérieur et en même temps, ça n'empêche, nous sommes des êtres de relation et le sens de l'autre et le sens de soi, ça c'est aussi important l'un que l'autre, hein, pour vivre tous ensemble et ça veut dire que même si je t'ai blessé sans intention de le faire et par mégarde, moi je marche sur les pieds de quelqu'un, j'ai pas décidé de marcher sur les pieds. Eh ben, je vais présenter mes excuses. Mmh Parce que finalement, ça fait du bien aux 2 parties et mh. sans arrêt, de toute façon, c'est se dire, c'est en soignant la relation, de toute façon, on fait du bien à tout le monde. Absolument, absolument. Et quand quelqu'un, vient te voir, pour un trauma relationnel, heu, qu'est-ce que tu vois qui change vraiment au fil du travail thérapeutique? Qu'est-ce qui change concrètement dans sa vie? Alors là, je souris parce que j'allais dire, l'appétit de relation parce que, Ouais, forcément, on va voir des gens qui petit à petit, vont refaire un tissu social et surtout comment on le mesure nous? On l'entend énormément par rapport à ce qu'on appelle les croyances, ce que les gens se disent des autres et du monde en général. Voilà, parce que d'un seul coup, dans leur façon de parler, on va moins entendre que, les autres ci, les autres ça, les autres ci, voilà, ou je ne suis pas capable de, telle ou telle chose par rapport aux autres. Donc ce qui va petit à petit s'apaiser, c'est ce discours, un petit peu critique quoi par rapport, aux autres et au fur et à mesure, on va reprendre plutôt l'envie d'aller en relation et on va même s'apercevoir qu'au fond, c'est plutôt sympa de fréquenter quelques autres parce que, du coup, on en tire beaucoup de plaisir et à titre individuel, ça teinte quoi? On a des gens qui sont à nouveau plus joyeux, oui. très clairement, parce que, tout ce qu'on fait, c'est pour se protéger. Mais à se protéger des autres, on s'empêche de vivre soi-même. Parce que la biologie humaine, elle est faite pour fonctionner ensemble. Moi, j'ai un adage, c'est à 2, on est forcément plus intelligent, parce qu'il y a les neurones miroirs, il y a plein de choses qui s'activent et on est dans la co-création. C'est l'humain, c'est un être de relation et si, pour se protéger, on évite de le faire, c'est instinctif aussi à certains moments, il est important que ça ne dure pas trop longtemps parce que sinon, on s'appauvrit. On perd la relation aux autres, mais en vérité, on perd la connexion à soi aussi. Mmh. Ouais, non, non, ça c'est certain et puis, de petites anecdotes aussi, moi je suis frappée, de voir quand, justement tous ces au fil de ce travail thérapeutique, en fait, les personnes disent: «Je suis étonnée parce que on m'a dit ça, mais ça m'a rien fait». Et du coup, il y a cette espèce de passage qui se fait tranquillement, où la relation à l'autre devient beaucoup plus apaisée, où on accueille les phrases de l'autre qui d nous avons pu quoi, la personne aurait pu trouver qu'elles étaient maladroites et ben, quelque part, et ben, finalement, elles glissent, et en fait, on sait la personne sait les décrypter, du coup, les choses se passent mieux aussi dans la relation avec les autres et dans la manière dont on accueille ce qui a été dit. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Oui, oui, oui. D'un seul coup, je crois que c'est ce qu'on appelle aussi, alors des croyances, des présuppositions, c'est on repasse, hein, dès que l'autre
ne nous veut pas de mal. Naturellement, est-ce que les autres nous veulent du bien? En tout cas, chez l'humain, c'est on aime être en relation et à la base, ce qu'on cherche, c'est, à aller bien nous-mêmes, voilà et du coup, le présupposé, c'est pas que l'autre finalement, il a envie de nous nuire. Je crois qu'il a autre chose à faire, hein, et il faut aussi qu'il s'occupe de lui. Par contre, au fil du temps, c'est vrai qu'on peut en douter. L'idée, c'est de revenir à: «OK, on présuppose naturellement que chacun de nous veut du bien à l'autre, parce que ça s'appelle aussi l'empathie. Je veux pas te faire à toi ce que je n'aimerais pas que tu me fasses. Donc, est-ce que l'empathie, c'est tourné vers l'autre? Non, c'est tourné vers les deux. Voilà, Mmh. et globalement, si on est empathique, on n'a pas envie de blesser l'autre, parce qu'on n'a pas envie qu'il nous fasse non plus. Donc, on est dans un gagnant-gagnant, hein, tout à fait positif. Mmh mh. Mmh. Et du coup, je trouve que par rapport à ces traumas qui sont réparés, je trouve que c'est important de dire que, heu, guérir, ça veut pas dire oublier. Pas du C'est comme, une cicatrice, qui reste, elle n'est plus douloureuse, mais par contre la cicatrice est là, donc guérir d'un trauma, c'est pas oublier ce qui s'est passé. Non, c'est, avoir appris. Un trauma, une fois qu'on le dépasse, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à un de mes mentors qui parlait de sagesse post-traumatique. Voilà, Mmh. Boris Cyrulnik dirait résilience. En partie, c'est pas revenir comme avant. Effectivement, comme tu dis, on a une marque, et finalement, c'est une façon, justement, pour le cerveau de se souvenir qu'il peut se passer des choses moins agréables et du coup, ça nous engage, au contraire, à être plus fin, plus subtil, plus attentionné, peut-être à savoir mieux nous protéger et aussi à mieux protéger l'autre et la relation. Parce que Raphaël me dit, en nous écoutant parler, c'est je crois vraiment que je le dis souvent et ça c'est peut-être pas si évident pour dans la tête de nous tous, c'est la relation. Elle est vivante aussi. Même si elle est pas visible parce qu'on n'est pas attaché par des cordes ou des jolis rubans, de couleur, hein, mais c'est la relation, c'est quelque chose de vivant et on doit la cultiver. Donc c'est quelque chose dont on doit prendre soin. Mmh. Absolument, tout à fait, tout à fait. Du coup, écoute, merci beaucoup, Angélique, pour tout, ce travail autour des traumas. La prochaine fois, on parlera, des traumas complexes avec tous les syndromes dissociatifs, donc ça sera l'occasion d'un prochain épisode, que nous, traiterons, ensemble. Je voulais terminer avec notre petite mousse. Alors c'est plutôt une phrase, que moi j'apprécie pas mal. Elle n'a pas d'auteur, mais en tous les cas, je trouve qu'elle est assez imagée et moi ça me parle et qui dit: «Guérir d'une trahison, ce n'est pas oublier, c'est décider que cette personne n'a plus le droit de louer de l'espace dans ta tête Oh. Puis dans ton cœur à la limite aussi, et je dans ton cœur aussi». Voilà, je trouve que c'est, ne laissons pas la personne venir habiter chez nous et laissons-la là où elle doit être. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. oui et tu sais, je me dis si on trame jusqu'au bout, alors, finalement comme ça c'est une co-écriture de cette phrase, c'est, à terme quand on va bien, je pense même qu'on arrive à, la remercier plus tard. Parce que certainement que grâce à elle, on a fait beaucoup mieux après. Mais ça, c'est vraiment plus tard. Mais la réalité, c'est quand on va bien, qu'on est guéri et que peut-être que ça ressemble à ça, pardon, pour le coup, c'est j'ai pas oublié, mais j'ai tellement appris et du coup, c'est encore mieux dans l'après. Mmh. Absolument. Bon, magnifique phrase. Ce que vous venez d'entendre, c'est peut-être quelque chose que vous portiez depuis longtemps sans savoir comment le nommer. Une relation, une blessure, une trahison que vous aviez rangée quelque part en vous disant: «Ah, c'est bon, j'ai tourné la page». Peut-être que cette page, elle mérite juste d'être lue une dernière fois, avec les bons mots et les bonnes personnes à côté de vous. Merci encore Angélique pour cette conversation. Si cet épisode vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Parfois, envoyer un podcast, c'est la façon la plus douce de dire à l'autre: «Je pense à toi». C'est d'être en relation, justement. 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça prend 2 minutes et ça nous aide énormément à continuer. Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook @2 minutes de bonheur, sur notre chaîne YouTube @2 minutes de bonheur et abonnez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, 2 minutes à la fois et pensez aux petits pas de côté. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux.